19 décembre 2011. Il règne une atmosphère des plus pesantes dans les rues de Pyongyang, la capitale de Corée du Nord. À la mi-journée, les programmes de la télévision centrale sont interrompus pour une annonce de première importance. 조선노동당 총비서이시며 조선민주주의인민공화국 국방위원회 위원장이시며 조선인민군 최고 사령관이신 위대한 용도자 김정일 동지께서 흑병으로 서거하셨다는 것은 가장 비통한 심정으로 알린다. On nous a dit que Kim Jong-il était mort. On a tous pleuré. Mais Dieu n'est-il pas immortel? Comment notre chef d'État peut-il mourir? Certaines personnes étaient vraiment tristes, mais d'autres ont fait semblant. Si vous ne pleurez pas et si vous ne montrez pas votre émotion, vous serez ensuite la cible du régime. 9 jours plus tard, lors des obsèques de Kim Jong-il, au premier rang apparaît un jeune homme de 27 ans. La larme à l'œil, Kim Jong-un enterre son leader, mais aussi son père. De lui, on ne sait alors presque rien. Il est pourtant le dernier descendant d'une dynastie érigée au rang de Dieu vivant. C'est lui qui va désormais régner sur la dictature nord-coréenne. Ce nouveau leader offrira-t-il enfin un peu de liberté à son peuple? Ou au contraire, emboîtera-t-il le pas de son père et de son grand-père? Voilà la question que se pose le monde entier. Mais Kim Jong-un va se montrer aussi despotique que ses prédécesseurs. Sur la scène internationale, en revanche, il a ouvert une nouvelle ère. Alors que son pays était plus esseulé que jamais, le dernier des Kim est parvenu à rompre l'isolement diplomatique. Il est reçu avec tous les honneurs et a su se faire une place à la table des grandes nations. Il est aussi et surtout celui qui a fait de la Corée du Nord une puissance nucléaire à part entière et qui menace aujourd'hui toute la planète. Voici l'histoire de Kim Jong-un, héritier de la dictature la plus menaçante du monde. Obtenir une parole libre en Corée du Nord est impossible. Le contrôle y est tel que personne ne se risquerait à exprimer ses opinions. Pour savoir ce que veut dire vivre dans ce pays, il faut aller à la rencontre de ceux qui ont réussi à rejoindre la Corée du Sud. Régulièrement, des petits groupes de Nord-Coréens se retrouvent pour échanger le temps d'un week-end, une chose impensable dans leur vie d'avant. 그런 모임이 되게 하시고 연합이 되게 하여 주시옵소서. 오늘도 살아계시며 우리를 위해서 구원하신 예수님 이름 받들어 기도드립니다. 아멘. 감사합니다. Je m'appelle Hanshin. Je suis venu en Corée en 2015. 내 이름은 김철민이고 Je m'appelle Kim Chul-min. J'ai 25 ans. Je suis caché parce que ma famille est encore en Corée du Nord. Et aussi parce que je peux être menacé, même ici en Corée du Sud. En Corée du Nord, il n'y a pas de liberté. Je travaillais si dur pour une vie de misère. Je suis venu ici pour avoir une vie meilleure.
La Corée du Nord est une dictature pure et simple. Du fait de ce système, nous n'avons jamais eu aucune chance. Si vous ne faites pas partie de l'élite, vous n'avez rien. Je suis d'abord passé de la Corée du Nord à la Chine. Au bout d'un an, j'ai trouvé un passeur et nous sommes passés par le Vietnam, le Laos et la Thaïlande et nous sommes arrivés en Corée. Je rêve d'une Corée du Nord où on ne meurt pas de faim et où l'on vit aussi libre qu'ici. Se défaire de l'emprise psychologique et de la crainte que génère le régime est difficile. Sur les quelques 30 000 réfugiés nord-coréens qui vivent à Séoul et ses alentours, rares sont ceux qui osent parler ouvertement. Plus rares encore sont ceux qui osent défier Kim Jong-un. Tae Yong-ho est de ceux-là. Ambassadeur de Corée du Nord à Londres jusqu'en 2016, il a décidé de ne plus jamais retourner dans son pays. Depuis, il s'est engagé en politique, mais en Corée du Sud. Mon rêve, c'est de montrer au peuple nord-coréen et à l'élite de ce pays, mes anciens collègues, comment fonctionne une démocratie. Nous avons, ma famille et moi, choisi la liberté plutôt qu'une vie d'esclave en Corée du Nord. Ça a été un choix difficile parce que pour des gens comme moi, fuir la Corée du Nord signifie qu'il n'y a aucun retour possible. Cela veut dire ne plus jamais voir mes proches ni mes amis. Tout d'un coup, 50 années de ma vie étaient effacées et j'ai dû commencer une nouvelle vie. J'ai plus tard compris que le système nord-coréen ne servait pas le pays ni le peuple, mais ne servait les intérêts que d'une seule famille, les Kim. Avant janvier 2009, les Nord-Coréens ignoraient l'existence de Kim Jong-un. C'était un enfant caché de Kim Jong-il. Dès son plus jeune âge, Kim Jong-un portait régulièrement un uniforme de général. C'est parce que son père voyait en lui un futur chef militaire. À l'âge de 8 ans, Kim Jong-un avait déjà été désigné comme successeur par le Comité suprême du Parti du Travail. Kim Jong-un est parti étudier en Suisse pendant 4 ans et demi, de 1996 à 2001. C'était de ses 12 à 17 ans. Il a alors vu le monde européen de ses propres yeux. Et dès que Kim Jong-un est revenu de Suisse, il est entré à l'université militaire Kim Il-sung, où il a reçu une formation militaire. Je pense qu'à cette époque, il y avait beaucoup d'incertitudes quant à savoir s'il pouvait vraiment diriger le pays. Il était très jeune, inexpérimenté. Beaucoup de personnalités très haut placées au sein du gouvernement nord-coréen ont pu y voir une opportunité pour prendre le pouvoir. Je pense qu'il a finalement répondu aux attentes et que Kim Jong-un est devenu le bénéficiaire de la seule dictature communiste héréditaire au monde. Pour mesurer ce dont Kim Jong-un est l'héritier, il faut remonter près de 70 ans plus tôt. Dès 1945, à l'image de l'Allemagne de l'Est et de l'Ouest, le pays s'oriente vers une division.
Le Sud est soutenu militairement par les États-Unis, soucieux de bloquer l'expansion communiste. Au nord, grâce au soutien de l'URSS, Kim Il-sung, le grand-père du dictateur actuel, devient très vite l'homme fort. Il instaure un régime à l'image de celui de son mentor, Joseph Staline. Depuis, les Kim n'ont jamais quitté le pouvoir. Officiellement, Kim Il-sung a fondé le régime nord-coréen en 1948. Immédiatement, il s'est attaché à renforcer son leadership dictatorial sur tout le pays. Et depuis cette époque, les principes de base du régime n'ont pas changé. Politiquement, c'est une culture dynastique, comparable à ce que les historiens appellent l'Ancien Régime, avec un mélange de nationalisme coréen et de marxisme dans sa lecture léniniste ou stalinienne. Dans la mesure où le pouvoir du chef suprême est transmis de père en fils, il y a un caractère monarchique. Kim Jong-un concentre tous les pouvoirs de Corée du Nord à travers le Parti travailliste, une sorte de parti communiste qui contrôle en fait toutes les organisations, y compris l'État et l'armée. Le 25 juin 1950, le grand-père de Kim Jong-un, qui rêve de diriger tout le pays, lance ses troupes à l'assaut du Sud. À peine 2 mois plus tard, ses forces sont en passe d'écraser l'armée sud-coréenne. Mais rien ne va se passer comme prévu. Grâce à l'appui militaire américain, la Corée du Sud résiste et c'est Kim Il-sung et ses hommes qui subissent l'un des plus importants bombardements de l'histoire. Je pense qu'il y a d'abord un antagonisme entre le régime nord-coréen et le régime sud-coréen. L'antagonisme envers les États-Unis est la conséquence de notre soutien de plus de 70 ans à un gouvernement libre et indépendant en Corée du Sud. Après 3 ans de combat et plus de 2 millions de morts, les deux Corées, sous l'égide de l'ONU, signent un cessez-le-feu le 27 juillet 1953. L'accord prévoit la création d'une nouvelle frontière, aussi arbitraire que factice, le long du 38e parallèle. Quant à la guerre, officiellement, elle n'a jamais pris fin. Depuis, les Kim nourrissent une haine tenace à l'égard des Américains, qu'ils considèrent comme leur véritable ennemi, celui qui œuvre à leur chute. Depuis, le pays vit coupé du monde. Aujourd'hui encore, les Nord-Coréens subissent la tyrannie des Kim. Im Kang-jin, ancien général de l'armée nord-coréenne, a grandi dans cet univers. Mais à mesure que les années passent, il s'interroge sur ce régime qu'il servait jusque-là aveuglément. En 2015, injustement accusé de corruption, il réalise que s'il veut vivre, il n'a d'autre choix que de fuir avec sa famille. Je me suis dit, si le gouvernement est comme ça, de toute façon, je préfère risquer de mourir avec ma femme. Et c'est là que nous avons décidé de quitter le pays. Il y avait un passeur qui aidait les gens à traverser la frontière. Il a fallu d'abord envoyer les enfants, puis nous sommes partis après. Si on avait dû laisser nos enfants derrière nous, nous n'aurions jamais pu partir. Je fumais une cigarette en regardant mon village, de l'autre côté de ce fleuve. Et j'ai pensé que je ne pourrais plus jamais y revenir. Et je ne regrette rien. Quand j'étais petit,
Je ne connaissais pas le reste du monde. Donc je vivais heureux, car je croyais que notre pays était le meilleur pays du monde. La haine jusqu'au bout des ongles envers les États-Unis est la première chose à acquérir. On nous dit, malgré les efforts sincères de notre grand leader bien-aimé, les choses vont mal à cause de ces sales Américains. Dans ce que l'on apprend en Corée du Nord, les États-Unis sont le principal ennemi. Et l'économie de marché, le capitalisme, est le pire système au monde. Tous les dimanches, il y avait un journal télévisé international qui ne montrait que des mauvaises nouvelles provenant des États-Unis et des pays occidentaux, comme des accidents ou des sans-abri. Il ne montrait jamais de bonnes nouvelles. En Corée du Nord, on ne connaît que la société nord-coréenne. On ne sait pas à quoi ressemblent les autres pays développés. Il y a une émission télé qui s'appelle « Le voyage du monde ». Mais on n'y montre que des pays très pauvres, de sorte qu'on n'a pas d'éléments de comparaison. On croit vraiment que la Corée du Nord est le meilleur pays du monde. Quand j'étais petit, je pensais que la Corée du Nord était le paradis. Tout ce que nous avions venait du leader et de sa famille. Les Kim étaient les sauveurs de la nation, et je croyais à ce que me disait l'école. C'est grâce à cet endoctrinement généralisé de la population, dès la naissance, que les Kim parviennent à maintenir leur pouvoir. Cette mainmise sur les esprits, dont bénéficie aujourd'hui encore Kim Jong-un, porte un nom, le Juche. Le Juche, c'est un mélange d'idéologie et de religion. L'idée du Juche, c'est que les gens doivent regarder tous les Kim, dont Kim Jong-un aujourd'hui, comme des dieux. Ils seraient porteurs de la vérité absolue dans le système nord-coréen. On nous apprend que le Juche a été créé par Kim Il-sung, et on nous l'enseigne dès le plus jeune âge. Si vous regardez attentivement les 10 commandements, cela ressemble beaucoup au Juche. Et c'est le seul et unique critère pour établir toute la politique du parti. Si vous visitez Pyongyang ou n'importe quelle ville en Corée du Nord, vous verrez une très grande tour appelée la Tour éternelle. Sur cette tour, il est écrit « Kim Il-sung et Kim Jong-il seront toujours avec nous ». En 1994, après 40 ans de règne absolu, Kim Il-sung cède le pouvoir à son fils Kim Jong-il avant de mourir. Le nouveau dictateur reprend à son compte sa politique totalitaire. Et pour protéger son royaume ermite des puissances étrangères, il poursuit le rêve de son père, détenir la bombe nucléaire. Quand la Corée du Nord a voulu acquérir une capacité nucléaire,
elle s'est tournée vers l'Union soviétique. Leurs réacteurs provenaient du RSS. Toute leur technologie en termes de missiles, dans les années 60 et 70, était soviétique. Et quand l'URSS s'est effondrée en 1991, tout a changé. Ils ne pouvaient plus leur fournir ni matériel, ni assistance. Et là, la Corée du Nord a décidé de devenir autonome. Avec la chute de l'Union soviétique, le père de Kim Jong-un doit trouver un nouveau partenaire capable de lui fournir la technologie qui lui fait défaut. À la même époque, le père de la bombe pakistanaise, Abdul Qader Khan, propose ses services aux plus offrants. Abdul Qader Khan, l'homme par qui le scandale est arrivé. Depuis la semaine dernière, le père de la bombe pakistanaise est acculé, contraint de s'expliquer face aux accusations de prolifération nucléaire. Ses services auraient donc transféré secrètement cette technologie à au moins 3 pays, l'Iran, la Libye et la Corée du Nord. En fait, peu de temps après l'arrivée de Bush au pouvoir, la CIA nous a informé que la Corée du Nord se procurait tout le matériel dont elle avait besoin pour enrichir de l'uranium et fabriquer une bombe. On a tout rassemblé. C'est là que vous réunissez toutes les infos. L'acquisition de produits chimiques, de tubes en aluminium, le fait qu'ils envoient leurs scientifiques étudier dans les laboratoires de Khan au Pakistan. On a tout mis ensemble et on en a tiré une conclusion. La Corée du Nord est en train de développer un programme d'enrichissement de l'uranium afin de fabriquer une arme nucléaire. Cette quête effrénée de l'arme nucléaire, ajoutée à la disparition du grand frère soviétique, plonge le pays dans une misère absolue. Au début des années 90, les rations alimentaires distribuées par le régime réduisent. Et à partir de 1994, le pays est frappé par une famine sans précédent. Elle aurait fait au moins 1 million de morts. Pendant la période de famine en Corée du Nord, la vie des gens était vraiment difficile, surtout pour manger. Pour survivre, les gens faisaient tout ce qui leur était possible. Ils fouillaient la montagne, les champs. Tous leurs efforts étaient concentrés sur leur survie et ils ont commencé à enfreindre les lois. À partir de cette époque-là, les actes immoraux tels que les meurtres ou les vols se sont multipliés. J'étais furieux. En tant que diplomate, quand j'étais au Danemark ou en Suède, c'était la période la plus difficile pour la Corée du Nord. Quand je rendais visite à des ministres suédois ou danois, je leur demandais de l'aide. Et à chaque fois, ils me répondaient la même chose. La pénurie de nourriture n'est pas due au peuple ou au climat. Elle est due au choix fait par votre régime. Ils me disaient, votre pays fait appel à l'aide internationale et dans le même temps, vous continuez de tirer des missiles. Cela veut dire que vous avez de l'argent. Le problème, c'est que vous ne l'utilisez pas pour nourrir votre peuple, mais pour faire des armes. À partir de ce moment-là, Kim Jong-il a considéré que la propagande ne suffisait plus et qu'il fallait avoir recours aux armes. Selon ses instructions, il fallait faire usage des armes et les gens ont appliqué ses ordres à la lettre. Même ceux qui avaient volé 1 ou 2 grains de maïs étaient fusillés. Les personnes qui, mourant de faim, avaient volé une vache étaient fusillées. On posait une affiche annonçant une exécution capitale à tel lieu, tel jour, telle heure. Privilège rare, Kim Jong-un n'a jamais eu à endurer ni la faim, ni les violences du régime. Mais il sait combien son peuple a souffert. Lorsqu'il arrive au pouvoir, le premier Kim du XXIe siècle revendique le fait de tourner le dos à l'héritage de son père. À 28 ans, il rêve de développement économique et de paix.
Son premier discours, le 15 avril 2012, est résolument optimiste. 우리 당과 광학 정부는 진정으로 나라의 평의를 원하고 민족의 평화 번영을 바라는 사람이라면 누구든지 손잡고 나갈 것이며 조국 통일의 역사적 위협을 실현하기 위하여 책임적이고도 인내성 있는 노력을 기울일 것입니다. Les premiers mois au pouvoir du jeune Kim laissent à penser qu'un virage important s'amorce. Alors que son pays est frappé depuis plusieurs années par des sanctions internationales, du fait du programme nucléaire de son père, il veut relancer l'économie. La Corée du Nord s'orienterait vers une ouverture à la chinoise. Voilà ce qui se murmure. Quand je suis revenu à Pyongyang, après 10 ans d'absence, c'était une toute autre ville. Au début, il a choisi de réformer l'économie et de s'ouvrir à une forme de capitalisme. Durant cette période, il a encouragé l'économie de marché. Les gens ont beaucoup aimé la politique d'ouverture de Kim Jong-un. C'était une nouvelle façon de faire de la politique. Les petites sociétés ont explosé de partout. Les petits commerces, les restaurants et même quelques entreprises de taille moyenne. Mais il y a un truc, c'est qu'officiellement, vous n'avez pas le droit d'avoir une entreprise. Donc, vous devez la déclarer comme une entreprise d'État. Mais il a réalisé que ces nouvelles idées mettaient en danger le régime et les règles nord-coréennes. C'est pourquoi, finalement, il a décidé d'abandonner cette approche et de revenir à ce que son père et son grand-père faisaient avant lui. Et de fait, c'est le seul moyen de conserver le système nord-coréen. Beaucoup de gens pensent que cette politique économique était à l'initiative de Kim Jong-un. Mais ce n'est pas le cas. Pendant 2 ans, tout a été pensé et amorcé par Jang Song-taek, son oncle. L'ouverture économique dont bénéficient les Nord-Coréens est réelle. Mais le jeune leader, effrayé à l'idée de fragiliser son pouvoir, opère en coulisses une reprise en main absolue. Le 8 décembre 2012, le premier à en faire publiquement les frais est celui par qui le danger est arrivé, son oncle Jang Song-taek. Officiellement accusé de trahir les intérêts de son pays, il est arrêté en pleine réunion du parti. Une première depuis 50 ans et un avertissement pour tous les Nord-Coréens. Je pense que Kim Jong-un voulait reprendre le contrôle total du pays. Et il pensait que son oncle pouvait être une menace pour lui, parce que des gens, notamment dans l'élite, pensaient que son oncle était très capable et qu'il pouvait être le nouveau leader. On a déjà vu ce genre de situation, et on a vu ce qu'il est advenu dans le passé. Kim Il-sung avait un frère. Et quand Kim Jong-il est arrivé au pouvoir, il a lui aussi purgé son oncle parce qu'il était très puissant, comme Jang Song-taek. Il était plus que Premier ministre. Il était au-dessus de n'importe quel général ou n'importe quel directeur. C'était le deuxième personnage du pays. Ni ma famille, ni l'élite du pays n'imaginaient que Kim Jong-un pouvait tuer son oncle. Ça a été un énorme choc. Je pense que la raison pour laquelle il l'a fait publiquement, c'était pour dire à tout le pays, et plus particulièrement aux vieux leaders, qu'il pouvait tuer n'importe qui. Donc, si vous ne voulez pas m'obéir, je vous ferai tous éliminer. Personne ne peut se dire qu'il échappera aux exécutions et aux purges, pas même les proches ou les membres de sa famille. La Corée du Nord a une longue histoire de purges. Tout en purgeant un petit nombre de cadres publiquement et en exécutant une sentence plutôt cruelle devant ces mêmes cadres, on peut dire qu'il a réussi son effet. Dès lors, il n'avait d'autre choix que d'obéir à cette politique de la terreur.
On s'est dit que nous pouvions être les prochains. Mon père était directeur d'une des plus grosses entreprises nord-coréennes et il avait été nommé directement par le père de Kim Jong-un. Et même si nous n'avions rien fait de mal, nous étions une cible parce que nous avions de bonnes relations avec l'oncle de Kim et d'autres dirigeants. Et cela nous mettait en danger. En famille, nous nous sommes interrogés. Devions-nous fuir ou servir ce type? Nous savions qu'il y avait des micros chez nous et dans nos voitures. Donc nous allions nous promener au parc sans téléphone, sans rien, pendant une demi-heure. Et nous avons décidé qu'il fallait fuir. Je ne veux pas dire comment nous avons fui, parce que cela implique les services secrets sud-coréens et que cette filière peut servir à d'autres. Mais ça a été très intense, parce que nous avions peur que le régime nous surveille et nous arrête. Un peu plus tard, le régime a présenté ma grand-mère et mon oncle à la télévision nord-coréenne. C'était en 2015, juste après notre fuite. Ils nous ont donné l'ordre de revenir à Pyongyang. Après ça, je n'ai plus jamais entendu parler de ma famille restée là-bas. C'est dur, très dur. Au fil des mois, les purges s'intensifient et frappent toute l'intelligentsia nord-coréenne. En février 2017, Kim Jong-un est au pouvoir depuis 5 ans, quand il franchit un nouveau cap dans la violence. Sa nouvelle cible n'est autre que son demi-frère, Kim Jong-nam. Écarté du pouvoir depuis des années, en exil, il fait soudainement la une des journaux occidentaux. Je dirais qu'en Corée du Nord, personne ne connaissait l'existence de Kim Jong-nam, parce qu'il est strictement interdit de parler de la famille des Kim. Kim Jong-nam était l'aîné, mais tout le monde savait que sa mère était une célèbre star nord-coréenne. Et tout le monde savait que cette femme était mariée à un autre homme. C'est pour ça que Kim Jong-nam a été envoyé à l'étranger pendant si longtemps avant la mort de Kim Jong-il. Kim Jong-un ne voulait pas que les Nord-Coréens apprennent son existence. Mais son frère était à l'étranger et faisait du bruit. Il donnait parfois des interviews à des médias. Donc les Nord-Coréens de l'étranger pouvaient aisément l'écouter. Et par ailleurs, à cette époque, la rumeur disait que les États-Unis et la Chine réfléchissaient à une alternative pour remplacer Kim Jong-un. To replace, Kim Jong-un. No, I cannot tell you because you will follow me. Le gouvernement sud-coréen avait proposé l'asile à Kim Jong-nam. On sait aussi que des ONG européennes ont également demandé à Kim Jong-nam d'établir un gouvernement en exil. Par ailleurs, Kim Jong-nam a refusé de rentrer chez lui et les dirigeants nord-coréens ont commencé à avoir des craintes. Voilà les raisons pour lesquelles Kim Jong-un a décidé de le faire disparaître. Le 13 février 2017, Kim Jong-nam se rend dans l'aéroport de Kuala Lumpur en Malaisie, où il doit prendre un avion pour Macao. Alors qu'il s'enregistre sur son vol, 2 jeunes femmes appliquent sur son visage un poison neurotoxique. Immédiatement, le frère de Kim Jong-un comprend que quelque chose de grave vient de se produire. 20 minutes plus tard, il décède d'un arrêt cardiaque. En quelques jours, les autorités malaisiennes bouclent leur enquête. Les 2 jeunes femmes qui ont agressé le frère du dictateur pensaient participer à une émission de télévision en caméra cachée.
Les gens comme moi, de haut rang, sont des cibles pour les tueurs nord-coréens. C'est pourquoi, même ici en Corée du Sud, je bénéficie encore d'une protection et de garde du corps 24 heures sur 24. La Corée du Nord est un système qui n'hésite pas à supprimer n'importe qui si cette personne est un obstacle au fonctionnement de son régime. Kim Jong-un n'a d'égard pour personne, ni sa famille, ni les élites, encore moins pour son peuple. Conservant les méthodes de son père, il s'appuie sur les services secrets du pays, le Bowibu, pour contrôler toute la population et s'assurer de sa docilité. Après avoir obtenu mon diplôme universitaire, j'ai été recruté par le Bowibu. En Corée du Nord, j'étais un espion. Les gens comme moi scrutons le peuple, notamment ceux qui critiquent le régime, et ensuite on fait remonter l'information. C'est un système qui surveille intensivement la population. C'est là que les agents de renseignement jouent un rôle important. Je vivais dans un isolement strict à cette époque, et je menais ces enquêtes grâce à des informateurs qui me livraient les sentiments des Nord-Coréens. Il s'agissait de connaître le sentiment des gens à propos du régime de Kim, notamment lors d'un lancement de missiles ou d'essais nucléaires. Est-ce qu'ils approuvent ou pas? Je me souviens aussi des contrôles de vidéos clandestines. C'était mon boulot principal. Maintenant que je vis en Corée du Sud, je sais que les droits de l'homme existent. Mais à l'époque, j'entrais chez les gens d'un coup de pied dans la porte, sans frapper. Je fouillais les maisons sans permission, et si les gens me disaient regarder la télévision sud-coréenne ou des trucs américains, on les embarquait sans aucun respect pour les droits de l'homme. Ces gens n'ont aucune pitié, parce qu'en Corée du Nord, il est impossible de croire en autre chose qu'en Kim. Le régime à sa botte, son peuple asservi, Kim Jong-un reprend à son compte l'obsession familiale, celle de faire de la Corée du Nord une puissance nucléaire à part entière. Et ce, au risque de subir, comme par le passé, de nouvelles sanctions internationales. Il faut revenir à l'époque de Kim Il-sung, au moment où il a fondé la Corée du Nord, c'est-à-dire peu de temps après que les États-Unis aient utilisé l'arme atomique contre le Japon. Kim Il-sung, comme tant d'autres dirigeants, était fasciné par cette arme et combien elle pouvait protéger un pays. Kim Il-sung a toujours craint la puissance militaire japonaise. Il n'imaginait pas une seconde que le Japon capitulerait face aux Américains. C'est de là qu'est né son intérêt pour l'arme nucléaire. Je pense que les Nord-Coréens ont compris depuis longtemps que s'ils obtenaient l'arme nucléaire et qu'ils étaient capables de la tirer, notamment sur les États-Unis, ils pourraient garantir leur propre sécurité pour longtemps. L'arme nucléaire, c'est le cœur de la machine qui soutient le régime. Sans cette arme nucléaire, je pense que le régime de Kim Jong-un ne pourrait pas survivre. Et pour lui, c'est très utile d'avoir cette arme dans sa relation compliquée avec les États-Unis. Pour parvenir à financer un tel arsenal, malgré l'isolement économique, la Corée du Nord a depuis sa création eu recours au trafic en tout genre. Fausses devises, drogue, armement. À son tour, Kim Jong-un va faire preuve d'inventivité et mettre en œuvre une nouvelle source de financement, toujours aussi illégale.
Madame, Monsieur, bonsoir. Dans l'actualité de ce samedi 13 mai, cette cyberattaque sans précédent qui a touché une centaine de pays, des hôpitaux britanniques à la compagnie ferroviaire allemande, des ministères russes aux usines Renault. Nous en verrons les conséquences concrètes et tenterons de comprendre qui peut se cacher derrière une opération d'une telle ampleur. Good morning all. Sorry for being a little tardy this morning. Après des mois d'enquête, les services secrets américains mettent un terme au mystère. L'attaque informatique qui a frappé des milliers d'entreprises de par le monde, une des plus importantes à l'époque, a été lancée depuis la Corée du Nord. We do not make this allegation lightly. We do so with evidence and we do so with partners. À 34 ans, Yang Hae-hyuk vit en Corée du Sud depuis 3 ans. Il a fui son pays grâce à sa fiancée, qui avait fui avant lui, et qui a payé un passeur pour qu'il la rejoigne à Séoul. Maintenant libre de s'exprimer comme bon lui semble, il a créé une chaîne internet pour donner sa vision du régime nord-coréen. Si Yang Hae-hyuk était resté à Pyongyang, son destin aurait été différent. Il aurait sûrement participé aux attaques informatiques menées par le régime. Il était programmé pour. Depuis que je suis petit, j'apprends les maths. Et c'était ma principale spécialité quand je suis entré à l'université. L'endroit où j'ai travaillé est le département de recherche, maintenant appelé le département central de planification scientifique. Mais les informaticiens peuvent travailler dans différents services, comme l'armée par exemple. L'État peut utiliser ces informaticiens à des fins illégales. Je pense notamment au piratage informatique, au vol de Bitcoin ou aux attaques de banques internationales, des choses comme ça. Beaucoup de mes amis sont envoyés en Chine pour travailler sur Internet. Ce sont des petites mains, et j'ai vu beaucoup de cas de ce genre. La Corée du Nord est un État à part, en ce sens qu'elle utilise les attaques informatiques pour générer des revenus illicites et qu'aucun autre État ne le fait. Nous avons utilisé le terme de gouvernance cybercriminelle pour décrire ce modèle unique et inédit. Il y a clairement un lien entre l'arrivée au pouvoir de Kim Jong-un et la montée de la cybercriminalité nord-coréenne. Il a grandi dans un environnement plus technologique que son père et son grand-père, et il a clairement poussé la Corée du Nord vers la cybercriminalité. Depuis l'époque des premières attaques, les hommes de Kim Jong-un ont affiné leurs techniques au point qu'aucune institution au monde n'est plus protégée, pas même la puissante réserve fédérale américaine, attaquée en 2016. En 2016, les hackers nord-coréens ont envoyé de faux ordres de virement à la Banque du Bangladesh provenant de la réserve fédérale. Ils voulaient voler des milliards et ont réussi à détourner 100 millions de dollars. Cela prouve leur ambition et leur audace. Attaquer la réserve fédérale, la Banque du Bangladesh, c'est du sérieux. Les estimations les plus récentes des services de renseignement estiment que l'armée de hackers nord-coréens compte 7000 membres. Et quand on dit qu'ils sont parvenus à voler des centaines, voire des milliards de dollars, c'est vrai. C'est un jeu du chat et de la souris, parce qu'à chaque fois que les institutions financières s'adaptent aux attaques, les Nord-Coréens innovent aussi et parviennent ainsi à se jouer des sanctions économiques. En s'appuyant sur son armée de hackers et les centaines de millions qu'ils amassent, le despote nord-coréen réussit à financer son arsenal nucléaire comme jamais dans l'histoire de son pays. Sous Kim Jong-un, nous avons vu doubler, puis tripler la dissuasion nucléaire du pays. Il a testé les premiers missiles intercontinentaux, la première ogive thermonucléaire. Tout ça, c'est lui. C'est le dirigeant qui a fait franchir à son pays un cap, celui qui l'a fait devenir une puissance nucléaire.
Les chiffres sont incertains, mais mon estimation est qu'à l'heure actuelle, la Corée du Nord possède environ 60 têtes nucléaires. Mais je pense qu'à la fin de cette décennie, ils auront une centaine d'ogives. On peut dire que l'achèvement de la force nucléaire est désormais présenté en Corée du Nord comme la plus grande réussite de Kim Jong-un. De l'autre côté du monde, à New York, les agissements de Kim Jong-un occupent tous les esprits du Conseil de sécurité de l'ONU. En 2016, une nouvelle résolution est votée, imposant des sanctions toujours plus importantes. Se pose alors une question. À quoi joue le jeune dictateur de 33 ans, alors que la planète entière est contre lui ? Il y a une controverse sur la question de savoir si Kim Jong-un est un fou. Cette théorie est controversée, mais je ne pense pas qu'il soit si fou. En revanche, il a son propre code de conduite et de comportement. Vladimir Poutine a utilisé une expression qui, à mon avis, s'applique aussi à Kim Jong-un. Un jour, il m'a dit « Bon, vous avez votre logique, nous avons la nôtre, nous verrons laquelle l'emportera. » Kim Jong-un a sa propre logique. On peut ne pas la comprendre, mais il n'est pas fou. Kim Jong-un est imprévisible. Il est comme un ballon de rugby. On ne sait jamais où il va. Et de ce fait, il est très difficile de prédire ce que fera la Corée du Nord. 대륙간 탄도로켓 장착용 수소탄 시험에서 완전 성공. 국가 핵무력 완성의 완결 단계 목표를 달성하는 데서 매우 의의 있는 계기로 된다. Le 3 septembre 2017, Kim Jong-un, hermétique aux sanctions économiques, franchit une nouvelle étape dans la provocation en testant une bombe à hydrogène, la plus puissante des armes nucléaires. Rien ne semble plus pouvoir l'arrêter. Mais un nouveau venu sur la scène internationale va changer la donne. Ladies and gentlemen, the President-elect of the United States, Donald John Trump. À peine élu 45e président des États-Unis, Donald Trump adopte un ton inédit à l'égard de la dynastie des Kim. Pendant des décennies, les Nord-Coréens étaient absolument certains qu'aucun président américain n'autoriserait une frappe préventive, parce que la Corée du Nord répondrait en provoquant la mort de milliers de Sud-Coréens dans la foulée. Et il était entendu qu'aucun président américain ne serait prêt à provoquer un tel désastre, sauf Trump. Il est vu comme celui qui se fiche de ses alliés, qui se fiche des alliances, et qui est imprévisible et qui menace réellement la Corée du Nord d'une action militaire imminente. Et ça les terrifiait. On behalf of the General Assembly, I have the honor to welcome to the United Nations His Excellency Donald Trump, President of the United States of America. We must work together and confront together those who threaten us with chaos, turmoil, and terror. North Korea's reckless pursuit of nuclear weapons and ballistic missiles threatens the entire world with unthinkable loss of human life. The United States has great strength and patience, but if it is forced to defend itself or its allies, we will have no choice but to totally destroy North Korea. Rocket Man is on a suicide mission for himself. En 2017, Kim a fait des tests de missiles nucléaires et a injurié Donald Trump. Trump, lui, parlait de fureur et de furie. Tout le monde s'est dit, il va y avoir la guerre.
Le président Trump a eu toute leur attention parce qu'il y est allé très fort. Il parlait de celui qui avait le plus gros bouton. Et que si tu joues à ça, entendre ça de la part d'un président des États-Unis, il ne l'avait jamais entendu par le passé. Je pense qu'à Pyongyang, ils étaient un peu inquiets. Qu'est-ce que ce type va faire? 번터 전역이 우리의 핵 타격 사정권 안에 있으며 핵 단추가 내 사무실 책상 위에 항상 놓여 있다는 것. 이는 결코 위협이 아닌 현실임을 똑바로 알아야 합니다. Today I hope I speak not only for our countries, but for all civilized nations. When I say to the North, do not underestimate us and do not try us. Aujourd'hui, nous disons que le monde n'acceptera jamais que la Corée du Nord possède l'arme nucléaire. Et aujourd'hui, le Conseil de sécurité affirme que si la Corée du Nord n'interrompt pas son programme nucléaire, nous l'arrêterons nous-mêmes. Dans la foulée du discours de Trump, le Conseil de sécurité de l'ONU vote une nouvelle résolution resserrant toujours plus l'étau sur l'économie de la Corée du Nord. Les ventes de gaz et de pétrole sont quasiment interdites. Un embargo sur les livraisons par cargo est décidé. Entre les deux ennemis jurés, l'escalade paraît sans fin. Si la Corée du Nord continue sur ce chemin périlleux, nous accentuerons encore les pressions. Le choix leur appartient. Et là, je dirais en décembre 2017, ils ont décidé de passer de la confrontation à la négociation. C'est toujours la même stratégie avec les Nord-Coréens. Provoquer une grande tension, et quand la tension est à son comble, tout à coup, passer de ce scénario de guerre à un scénario de paix. C'est ce qui s'est passé entre 2017 et 2018. Alors que son peuple se prépare à célébrer la nouvelle année, Kim Jong-un change de ton. Ignorant les États-Unis, il s'adresse à la Corée du Sud au moment où elle se prépare à accueillir un des événements les plus médiatisés au monde. 남조선에서 머지않아 열리는 겨울철 올림픽 경기대회에 대해 말한다면 그것은 민족의 위상을 과시하는 좋은 계기로 될 것이며 우리는 대회가 성과적으로 개최되기를 진심으로 바랍니다. 민족적 화해와 통일을 지향해 나가는 분위기를 적극 조성하여야 합니다. 북남 관계 개선은 당국만이 아니라 누구나가 바라는 초미 관심사이며 온 민족이 힘을 합쳐 풀어나가야 할 중대사입니다. Dans de telles circonstances, le président sud-coréen Moon Jae-in a invité la Corée du Nord aux Jeux olympiques d'hiver de Pyeongchang. Et la Corée du Nord en a profité pour tenter de rompre son isolement international. L'intention de la Corée du Nord était de finalement approcher les États-Unis. Et c'était un signal envoyé à la communauté internationale que la Corée du Nord pouvait changer et qu'elle voulait dialoguer, en particulier avec les États-Unis. Le 9 février 2018, la Corée du Sud célèbre l'ouverture des Jeux olympiques d'hiver devant les caméras du monde entier. Kim Jong-un saisit l'occasion pour afficher cette nouvelle image de son régime, plus apaisé. Avec sa réputation, le despote sait que sa présence serait contre-productive. Il choisit d'envoyer une femme, jeune, en qui il a toute confiance pour accomplir cette mission. L'Occident découvre ce jour-là la sœur du dictateur, Kim Yo-jong, 35 ans, au sourire aussi discret qu'intrigant. Kim Jong-un délègue sa jeune sœur, Kim Yo-jong. Alors que dans le même temps, les États-Unis envoient leur vice-président, Mike Pence. Kim Yo-jong est désormais la deuxième personne du pouvoir. Et c'est probablement une des rares conseillères de son frère. Il était de notoriété publique qu'elle était brillante, politiquement engagée et très ambitieuse, et qu'elle se lancerait tôt ou tard dans le bain politique.
Et elle est probablement désormais en charge des relations internationales de la Corée du Nord. En Corée du Nord, on peut dire que Kim Yo-jong, en tant que sœur cadette de Kim Jong-un, a une influence qui va bien au-delà de la position officielle qu'elle occupe. Je pense qu'elle est aussi sanguinaire que son frère et qu'elle se voit comme son successeur potentiel. On ne sait pas trop comment sont les relations familiales, mais ceux qui la croient charmante se trompent lourdement. Le soir de la cérémonie d'ouverture des Jeux, alors que les deux Corées défilent sous un seul et même drapeau dans un moment historique, les Coréens n'ont Dieu que pour cette jeune femme au sourire insaisissable. Aux côtés du président sud-coréen, Kim Yo-jong jubile. Mais en coulisses, le vice-président américain Mike Pence refuse tout contact avec la jeune sœur du dictateur. Les Jeux olympiques de Pyeongchang, c'est un moment historique pour la Corée du Sud. Et la Corée du Nord en a fait un moment de pure propagande en faveur de son régime. Officiellement, ces Jeux olympiques n'auront permis aucun rapprochement entre les États-Unis et la Corée du Nord. Mais les apparences sont parfois trompeuses. 2 mois seulement après la compétition, le 19 avril 2018, le New York Times révèle en une que le patron de la CIA a entamé des discussions avec la Corée du Nord. Une première depuis 20 ans. J'en ai entendu parler pour la première fois 1 semaine avant mon arrivée au sein du gouvernement. Un émissaire sud-coréen a été reçu par la Maison-Blanche et a fait part de la volonté de la Corée du Sud d'organiser une rencontre entre Trump et Kim. J'aurais tendance à dire que la réaction du président Donald Trump a été plutôt impulsive. C'est venu des tripes. Il s'est dit « je peux le faire ». Vous, ça fait 30 ans que vous essayez et qu'il ne se passe rien. Moi, je peux le faire, laissez-moi faire. Cela vient moins d'une stratégie que des tripes. Le 27 mars 2018, pour la première fois depuis son accession au pouvoir, Kim Jong-un quitte la Corée du Nord. Il se rend à Pékin, où il doit rencontrer très officiellement Xi Jinping, le président chinois. Car entamer des discussions avec Donald Trump n'est pas sans risque pour Kim Jong-un. Il doit en grande partie la survie de son pays au soutien économique chinois. Or, la Chine pourrait voir d'un mauvais œil ces négociations. La Chine ne veut pas d'instabilité en Corée du Nord. De l'instabilité en Corée du Nord, maintenant qu'ils ont l'arme nucléaire, ce serait tragique. Kim voulait aussi faire savoir aux Chinois qu'il les considérait toujours comme leur partenaire historique. Je pense que la Chine n'a jamais été à l'aise avec le fait que la Corée du Nord possède l'arme nucléaire. Mais au fil du temps, la Chine a compris que la Corée du Nord pouvait devenir un atout dans la compétition avec les États-Unis. Mais il ne faut pas oublier non plus qu'ils tiennent la laisse. S'ils coupent l'approvisionnement en énergie ou les autres livraisons, l'économie nord-coréenne s'effondre. Je crois que ce moment est aussi celui d'un important changement de ton entre les États-Unis et la Chine. C'est le début d'une guerre commerciale, des mauvaises relations avec l'administration Trump. Tout ça s'imbrique et la relation Chine-Corée du Nord s'améliore à mesure qu'elle se détériore avec les États-Unis. Le temps des invectives entre Kim et Trump est bien révolu. En meeting dans le Michigan, le président des États-Unis révèle publiquement que des discussions sont bien en cours avec la Corée du Nord. Il promet même qu'il va réussir là où personne n'a réussi auparavant. If we would have said where we are today from 3 or 4 months ago, remember they were saying, he's going to get us into nuclear war, they said. Nuclear. No. Strength is going to keep us out of nuclear war, not going to get us in. But I think we'll have a meeting over the next 3 or 4 weeks. It's going to be a very important meeting. The denuclearization of the Korean peninsula of North Korea. The denuke.
La Corée du Nord veut la sécurité. Et ils ont vu ce qu'il est arrivé à l'Irak et à la Libye. La Libye est l'exemple le plus marquant. Et Kim ne veut pas finir pareil. Mourir comme Muammar Kadhafi ou Saddam Hussein, voilà la véritable hantise de Kim Jong-un. Lui qui est au pouvoir depuis 6 ans et qui redoute que les Américains s'en prennent à lui, entrevoit pour la première fois la possibilité de desserrer l'étau diplomatique. Quelques semaines plus tard, depuis la Maison-Blanche, Donald Trump annonce sur son compte Twitter qu'il a rendez-vous avec Kim Jong-un le 12 juin suivant à Singapour. Une rencontre inédite dans l'histoire. Pour Donald Trump, ce sommet à Singapour n'est pas le résultat d'une stratégie. Il n'a pas de politique claire quand il y va et ne sait pas quel est son objectif. Mais il a vu dans cet événement l'opportunité d'être sur le devant de la scène, de tenir une conférence de presse internationale et de jauger Kim Jong-un, voire de trouver un accord. Trump a pratiqué une approche de chef d'État à chef d'État. Le malheur, c'est qu'il n'a pas préparé ni étudié suffisamment le sujet nord-coréen. C'était très crispant pour les Américains parce que nous savions combien Trump n'était pas prêt. Et nous nous doutions que Kim, lui, serait très bien préparé. Les Kim ont une grande expérience en termes de diplomatie. Ils écoutent CNN, ils lisent les journaux étrangers, regardent les télévisions sud-coréennes. Enfin stratège, Kim Jong-un sort de nouveau un de ses meilleurs atouts, sa sœur, au moment d'échanger avec le président américain. L'opération séduction bat son plein. Au cours du meeting, Kim a demandé à Trump « Qu'est-ce que vous pensez de moi ?» Trump a répondu des choses très gentilles, pensant qu'il allait impressionner ou influencer Kim Jong-un. Je me suis dit que Kim voyait que c'était une réponse creuse, celle d'un représentant de commerce, pas celle d'un chef d'État. So we're signing a very important document, a pretty comprehensive document, and we've had a really great term together, a great relationship. Dans le passé, les États-Unis étaient obsédés par la dénucléarisation. Mais dans l'accord de Singapour, tout à coup, le premier point devient d'améliorer les relations entre les deux pays. On voit à quel point les Nord-Coréens ont joué prudemment, parce qu'ils voulaient réduire les dommages, et ils y sont parvenus. Ils ont déjoué les plans de Trump. Ils les ont déjoués. Thank you very much. It's fantastic. Quelques mois plus tard, les deux hommes se retrouvent pour un nouveau sommet à Hanoï cette fois-ci. Mais la rencontre va virer à l'échec. Donald Trump exige maintenant la dénucléarisation totale de la Corée du Nord, que Kim refuse catégoriquement. La relation d'amitié entre les deux hommes a fait long feu. Tout ça était du théâtre. Je pense que c'était contre-productif et une perte de temps. Sauf pour Donald Trump. Il a eu exactement ce qu'il voulait. Une énorme conférence de presse, une audience mondiale, et il était au centre. Pour lui, c'était une réussite. Lorsque le sommet de Hanoï a échoué en février 2019, je pense que Kim a complètement reconsidéré les perspectives d'avenir à long terme de la Corée du Nord. Et je pense qu'il a acté deux priorités. S'aligner sur la Russie et la Chine d'un côté, et continuer à investir dans le nucléaire. Kim Jong-un n'aura finalement obtenu aucun allègement des sanctions. Il aura néanmoins réussi à s'asseoir à la table de la première puissance mondiale et à positionner son pays sur l'échiquier des relations internationales.
Quant à sa force de dissuasion, il a très vite démontré qu'il continuerait de la développer autant que nécessaire. L'échec des négociations avec les Américains aurait pu fragiliser Kim Jong-un. Mais il n'en est rien, car il sait que l'instabilité du monde lui est favorable. Son petit État devient même un atout dans les manœuvres diplomatiques entre grands de ce monde. Malheureusement, la défiance entre la Chine, la Russie et les États-Unis est de pire en pire. Et la Corée du Nord sait en tirer avantage. C'est la tragédie de la diplomatie actuelle. Par exemple, la Corée du Nord a récemment tiré différents missiles. Le Conseil de sécurité de l'ONU aurait dû adopter de nouvelles résolutions pour accroître les sanctions. Aujourd'hui, 2 membres permanents de ce Conseil ont préféré user de leur veto plutôt que d'agir. Malheureusement, la Russie et la Chine ont mis leur veto aux sanctions. Et voilà comment la Corée du Nord devient de plus en plus indépendante. L'ONU est paralysée parce que la Chine et la Russie, qui n'aiment pas ce que fait la Corée du Nord, préfèrent la laisser faire pour mieux gêner les Américains. Oublions l'ONU, c'est foutu. Parce qu'avec la situation actuelle, cela peut durer des décennies. Ils ont tiré plus de 33 missiles en 2022. Des missiles hypersoniques, des missiles depuis des sous-marins, des missiles de croisière. C'est une escalade majeure. Je crois que nous entrons dans une nouvelle ère avec la Corée du Nord. Une ère où nous ne voulions pas entrer. Kim Jong-un a aussi déclaré en 2022 qu'il ne discuterait plus jamais avec qui que ce soit au sujet de son arsenal nucléaire. La Corée du Nord se concentre désormais sur sa dissuasion nucléaire. Kim Jong-un a annoncé et souligné que l'arme nucléaire n'était plus seulement une arme défensive, mais aussi offensive. C'est un changement énorme. J'appelle ça la nouvelle doctrine nucléaire nord-coréenne. C'est une nouvelle doctrine. Depuis 10 ans, ils ne parlaient que d'aspects défensifs. Désormais, s'ils se sentent menacés par le reste du monde, ils risquent vraiment de se servir de leur arme. Quoi que nous fassions avec la Corée du Nord, je pense qu'il faut changer d'approche et apprendre à vivre avec une Corée du Nord nucléaire. Comprenez-moi bien, ce sera dangereux, mais il faut regarder cette coexistence du point de vue de la dissuasion nucléaire entre la Corée du Nord et les États-Unis. C'est une réalité. Dix ans après son accession au pouvoir, Kim Jong-un n'aura jamais été le réformateur tant espéré. Au contraire, il a renforcé sa puissance militaire et par conséquent la menace que son régime représente pour la paix dans le monde. Et comme son père et son grand-père avant lui, il s'appuie sur la dissuasion nucléaire pour garantir la survie de la dynastie des Kim. 국방과학 부분과 군수공업 부분에서 새 세대 첨단 무장 장비들을 계속 개발, 실전 대비하여 인민군대의 군사적 위력을 부단히 향상시켜 나가야 합니다. 어떤 세력이든 우리 국가의 근본 이익을 침탈하려 든다면 우리 핵무력은 이외의 자기 돌직하는 사명을 결단코 결행하지 않을 수 없을 것입니다. 공화국의 핵무력은 언제든지 자기 책임적인 사명과 특유의 억제력을 가동할 수 있게 철저히 준비되어 있어야 합니다. En se comportant de la sorte, Kim envoie un message on ne peut plus clair aux Occidentaux.
Il faudra compter avec la Corée du Nord tant qu'il sera au pouvoir, et plus longtemps encore. À ceux qui rêveraient de voir ce pouvoir dynastique s'éteindre, il a pris soin de montrer que sa sœur était à ses côtés. Ces dernières semaines, le despote s'est aussi affiché pour la première fois avec sa fille, une jeune adolescente au regard innocent, dont la première apparition aura eu lieu sur un pas de tir. Comme pour mieux dire que son destin semble déjà tout tracé.